moi je suis Nathalie Madrid, je suis déléguée de rivage Aquitaine pour le Conservatoire du Littoral. L'Aquitaine étant l'ancienne région Aquitaine littorale, Gironde, Landes et Pyrénées-Atlantiques. Voilà. Et donc je suis là pour parler d'adaptation au changement climatique dans les espaces naturels. Voilà. Merci Nathalie d'être parmi nous. Merci. Bonjour, je m'appelle Théophile Bongartz, je travaille à la plateforme Océan Climat. Donc on est très content d'être là. Le conservatoire est membre de la plateforme Océan Climat, Blue Seas aussi, Waves of Change aussi. Donc voilà, c'est l'occasion de se voir, de se revoir, parce que ça fait longtemps. Et je suis là pour parler d'adaptation au changement climatique aussi, en particulier à l'élévation du niveau de la mer. Voilà. Super, bienvenue également, ravi de te revoir. Marc Bonjour à toutes et à tous, donc Marc Lafosse, je suis président de la commission énergie marine du syndicat des énergies renouvelables. Je préside un petit bureau d'études qui s'appelle Énergie de la Lune, qui fait de l'océanographie opérationnelle. Et donc évidemment aujourd'hui très heureux d'être au WISE pour justement évoquer les sujets de production d'énergie soit électrique, soit calorifique avec les ressources de l'océan. Protection du littoral évidemment, et donc pleinement dans la thématique d'aujourd'hui, et très heureux de vous faire un point, si c'est ça le sujet précis de la filière qui est en train de se structurer en France pour apporter des solutions de décarbonation et évidemment de production d'énergie renouvelable en mer. Merci, tout un programme en effet, on va y revenir. Et Thomas, rebonjour. Rebonjour. Donc bonjour à tous, moi je suis Thomas Binet, je suis le directeur, j'aurai 2 casquettes aujourd'hui. Je suis le directeur de Vertigolab, qui est un bureau d'études en économie de l'environnement. On développe des outils pour mesurer l'impact socio-économique et environnemental de la transition écologique assez généralement, des entreprises et des collectivités, pour orienter en fait les choix et des décisions des acteurs vers des sujets plus verts. Et je parlerai, parce qu'on a travaillé sur pas mal de sujets en lien avec les solutions fondées sur la nature et la gestion du littoral, voilà, notamment, et beaucoup avec le Conservatoire du littoral. Et puis ma deuxième casquette, c'est le fondateur de Blue Seeds, qui a été incubé par Vertigolab, dont une partie de l'équipe est présente dans la salle. Et Blue Seeds, c'est une agence dédiée à l'appui aux gestionnaires de la protection marine. On travaille beaucoup aujourd'hui sur la Méditerranée, mais on a vocation à s'étendre au-delà de la Méditerranée. Il y a beaucoup d'enjeux déjà, beaucoup de choses à faire en Méditerranée. Mais notre objectif, c'est l'appui au développement de financement pour les gestionnaires et aussi le développement de solutions. Et donc, je reviendrai là-dessus. J'aurai l'occasion, j'espère. Avec plaisir. Et pour ma part, alors, je suis un des cofondateurs de Waves of Change, qui est une coalition basée à Biarritz. Et je vais donner le mauvais exemple. Je vais vous passer une petite vidéo qui raconte à ma place ce que c'est que Waves of Change en 2 mots, qui décrit. Je peux parler dessus même, c'est peut-être encore mieux. En gros, donc on a un forum qui a lieu tous les ans à Biarritz, qui réunit 200 acteurs de la transition environnementale, des grands, des petits, des publics, des privés, donc des startups, des ONG, des grandes entreprises, des gens des collectivités territoriales, entre autres, et puis des chercheurs. L'idée, c'est la création de valeur partagée entre ces acteurs, c'est-à-dire que chacun puisse être à la fois contributeur et bénéficiaire de cette transition. Donc, on fonctionne beaucoup autour d'ateliers sur des thématiques. Théophile était présent d'ailleurs. Et donc, parmi les sujets, il y a ce sujet d'adaptation côtière, et donc un peu multidisciplinaire, d'adaptation côtière à la montée des littoraux, au challenge que vous avez les uns et les autres identifiés, que vous vivez, et sur lesquels vous travaillez sous vos angles respectifs. D'où l'idée d'échanger encore une fois aujourd'hui. On va essayer de rendre ça interactif, donc je le disais au premier arrivé, mais n'hésitez pas à me faire signe quand vous avez des questions pour qu'on puisse les adresser aussi. Alors, je vais me retourner vers Nathalie dans les petites questions qu'on a préparées. Alors, c'est Théophile ici, mais on va commencer par Nathalie, pardon. Hop. Je spoil un peu. Voilà, Nathalie. Écoute, Nathalie, donc, toi, tu représentes le Conservatoire du littoral. En matière d'adaptation côtière, vous avez une mission bien spécifique et des enjeux. Est-ce que peut-être tu peux nous expliquer, en quelques mots, y revenir sur cette mission ?
Très bien. Donc, le Conservatoire du Littoral, juste pour situer peut-être un petit peu pour ceux qui connaissent et qui ne connaissent pas surtout, c'est un établissement public de l'État, donc qui est rattaché au ministère de la Transition écologique. Et qui a pour mission principale, depuis sa création en 1975, de faire de la maîtrise foncière sur les espaces naturels remarquables et sensibles du littoral et du rétro-littoral dans les cantons côtiers. Donc, ça peut aller jusqu'à l'intérieur des terres, sur les lacs rétro-littoraux qu'on a, par exemple ici, autour de Lacanau, etc. Donc opération foncière. Donc on est propriétaire pour le compte de l'État. Et donc sur ces terrains qui sont pour la plupart dans des secteurs d'interface, terre-mer, fleuve-terre, eh bien, en fait, on met en place, une fois qu'on est propriétaire d'un ensemble conséquent, des programmes d'aménagement naturel sur des espaces naturels et de gestion. Et dans le cadre de ces programmes, on intègre bien évidemment la question de cette question d'évolution d'interface. Donc depuis maintenant 25 ans, le Conservatoire s'intéresse à la stratégie de gestion souple du trait de côte, puisque c'est un sujet très important, notamment ici en Nouvelle-Aquitaine. Depuis très longtemps, la région s'est emparée de ce sujet. Et donc, ça fait maintenant 4 ans que le Conservatoire, du fait de cette expérience, de cette connaissance et de la volonté d'aller plus loin sur les espaces et les propriétés qui sont les siennes, a intégré et a bénéficié d'un financement européen pour développer un programme d'adaptation au changement climatique sur une dizaine de sites. Il y a 10 délégations territoriales en France et en territoire ultramarin. Et sur chacune des délégations, hors la délégation lac, puisqu'on a une délégation aussi interne sur les lacs de plus de 1000 hectares, puisqu'on fait de la maîtrise foncière aussi sur les grands lacs, dans les Alpes, etc. On développe ce programme qui recouvre plusieurs sujets, qui sont la connaissance des milieux, des scénarios d'évolution au vu de la montée du niveau de la mer ou au vu de la suppression d'un certain nombre de digues de premier rang sur des sites, puisqu'on a des sites qui sont endigués pour certains. Donc on envisage des scénarios où on supprime les digues et on voit comment les milieux peuvent évoluer. De l'acceptation sociale, c'est-à-dire un travail à la fois sur l'évolution du paysage pour montrer aux gens comment ça évolue, et puis pour passer à cette question d'acceptation sociale, de faire de la sociologie de terrain pour voir comment est-ce que les gens perçoivent leur milieu naturel, puisqu'on est vraiment... Ces milieux-là sont vraiment... Enfin, ils sont propriété du conservatoire, mais ils sont surtout propriété des gens qui habitent à côté, donc ils s'en emparent. Ce sont leurs lieux de... Voilà, leurs lieux de promenade, leurs lieux, ils y sont extrêmement attachés. On aborde aussi les questions d'économie, donc d'économie de valeur ajoutée sur l'économie. Et donc ce programme qui se développe sur différents sites est très avancé en Aquitaine, puisque il y a maintenant plus de 25 ans, on a un conseil scientifique qui nous pilote. On avait décidé sur le bassin d'Arcachon, sur un site qu'on venait d'acquérir, une brèche avait été ouverte sur un domaine endigué, et on a dit, no way, on laisse faire. On laisse faire et on voit ce qui se passe. On ne va pas fermer. Alors, c'est vrai que ça a une valeur culturelle extrêmement forte, les domaines endigués sur le bassin d'Arcachon, puisqu'ils ont été construits dans un but de production, mais ils ont été construits par des habitants qui sont encore présents. Donc, ça a une puissance patrimoniale et culturelle extrêmement forte. Donc, le fait de laisser se brécher les digues, voilà, les grands-parents ou les parents qui ont construit les digues, bonjour. Donc, il faut faire accepter quand même aux populations ça. Donc, on laisse brécher les digues et on regarde ce qui se passe. Et aujourd'hui, avec 20 ans de recul, on voit effectivement que les milieux ont évolué. Donc, sur le bassin, c'est du présalé, qui est un milieu qui est protégé au niveau national, le présalé. Et en plus, il présente des avantages en termes donc, économiques, puisque on va avoir de la faune qui va venir se reproduire, les poissons vont venir pour se nourrir. Et puis, en termes aussi
on va dire, de ralentissement des vagues, puisqu'on a des des tempêtes. On est sur un lieu qui est quand même soumis à l'effet des tempêtes et des marées. Donc, on voit tous les bénéfices que ça rapporte. Donc, l'idée, effectivement, c'est de permettre à ces espaces d'évoluer, de permettre d'être des interfaces avec les milieux terrestres et d'aussi, bien évidemment, on ne va pas se cacher, il y a une question de coût derrière. Maintenir des espaces sous gestion extrêmement forte parce qu'on recrée des digues, qu'on recrée des bassins, tout ça, ça a un coût. De laisser faire la nature. Dire voilà, on laisse faire la nature, il y a une forme d'intelligence, il y a de l'intelligence dans la nature, on laisse faire, on voit comment ça évolue. On voit qu'il y a une résilience, qu'on met du temps à récupérer un état voilà, qui peut être un état zéro si on considère que l'état zéro c'est le présalé, et tout ça, ça va jouer en faveur de la résilience des terrains qui sont à l'arrière. Donc là, on observe ça sur le bassin. Donc le principe, c'est de laisser la gestion souple. On évite de mettre des ouvrages en dur, on évite de remettre du dur pour fermer des espaces. On laisse la nature faire, d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a un enjeu extrêmement important dans le cadre du changement climatique, c'est l'adaptation, l'arrivée de nouvelles espèces qui vont migrer et qui sont en train de migrer aujourd'hui et qu'il faut être en capacité d'accueillir sur ces espaces. Donc, les accueillir, c'est aussi laisser faire la nature et ne pas mettre une gestion beaucoup trop forte sur ces espaces pour accueillir à la fois la flore et surtout la faune qui arrive, puisqu'on sait que il y a des espèces qu'on n'observait pas il y a quelques années qui ont été pionnières ces dernières années et on voit qu'elles s'installent. Par exemple, le flamant rose dans le Sud-Land est en train de s'installer. Donc on a vraiment une dynamique qui est en train de se produire au regard de ces espèces qui n'ont plus les conditions favorables là où elles étaient et qui recherchent des nouveaux milieux. Donc il faut donner la capacité et donc la meilleure façon, c'est de pas le laisser faire pour le laisser faire, mais en tout cas d'accompagner ce laisser faire et d'observer et d'évaluer et de voir ce que ça donne sur le terrain. Voilà. Alors je vais proposer à ton voisin Théophile de prendre le rebond et aussi de nous parler un petit peu avec un certain recul aussi qui est celui de la plateforme Océan Climat et de ce que vous mettez en place en termes d'adaptation côtière au regard de ce que décrivait aussi Nathalie. Alors je peux même revenir sur tes quelques supports, si ça peut t'aider, et te laisser une commande, où on peut y revenir plus tard aussi, si besoin. Mais... merci. Et j'en profite pour rapidement poser le contexte et donc vous présenter le projet qui a été développé par la plateforme Océan Climat, justement pour traiter cette question de l'adaptation des territoires côtiers à l'élévation du niveau de la mer. En fait, la plateforme Océan Climat a fait partie d'un cycle de relecture du rapport du GIEC sur l'océan et la cryosphère qui avait été produit il y a quelques années. Et parmi les quelques conclusions phares et majeures de ce rapport, on pointait l'élévation du niveau de la mer comme une des conséquences effectivement particulièrement importante à prendre en compte. Alors, je ne sais pas si on a un public familier, de la communauté vraiment océan, mais bon, voilà, on projette une élévation du niveau de la mer de plus d'1 mètre à la fin du siècle. On projette une fréquence de plus en plus soutenue du nombre de submersions marines. Et donc, il y a différentes conséquences à cela, qui sont le retrait du trait de côte, des phénomènes de submersion, ça c'est ce qu'on peut voir très concrètement en France. Et on travaille aussi dans d'autres régions du monde et où l'élévation du niveau de la mer a d'autres manifestations, notamment dans les îles, où la conséquence est la salinisation des nappes phréatiques et donc un impact direct sur la ressource en eau. Donc c'est tout ça qu'on essaie de traiter à travers le projet Cities. Et sa particularité, vous pouvez le comprendre dans son nom, c'est qu'il se concentre sur les territoires urbains, sur les villes. Donc on n'est pas exactement sur la même zone géographique. Quoique nous, en fait, pour traiter des villes, on est obligé de se positionner à une échelle qui est supérieure, qui est celle d'un territoire en fait plus vaste. Et ce que je pourrais vous dire un peu plus précisément après, c'est que effectivement, il n'y a pas une seule solution unique qui va fonctionner, surtout dans des villes qui sont des territoires extrêmement denses. C'est extrêmement compliqué, par exemple, de développer des solutions fondées sur la nature.
Donc on est obligé de se positionner à une échelle plus vaste qui est celle du territoire et imaginer comment on peut combiner des solutions fondées sur la nature, peut-être sur les territoires adjacents, pour limiter le transfert d'impact, qui est une des conséquences de la digue, quoi. Donc si on a à côté de chez nous une digue, on sait que l'érosion sera plus forte dans le territoire voisin. Or, si on a des solutions fondées sur la nature, de cette façon, on limite l'impact du niveau de la mer et de ses conséquences sur les territoires urbains. Nous, le projet, c'est le rôle de la plateforme Océan Climat. C'est d'avoir, dans un premier temps, si je devais le découper en 3 grands temps, un premier assez scientifique, où on essaie de comprendre quelles sont les conclusions des différents travaux scientifiques sur cette question de l'adaptation. Okay, qu'est-ce que nous disent les scientifiques, mais avec une approche vraiment pluridisciplinaire. Ce qui est difficile. En France, je pense qu'on a des communautés scientifiques assez scindées, finalement, entre ceux qui observent vraiment le fonctionnement physique du niveau de la mer, où sera le trait de côte, et les sociologues qui, justement, prennent en compte l'impact social, l'acceptabilité de ces questions, et qui font beaucoup de travail très intéressant là-dessus, mais il y a peut-être besoin de dialogue un peu plus soutenu entre les deux. Savoir aussi, dans un premier temps du projet, quelles solutions ont concrètement été mises en œuvre, déjà, parce qu'il y a beaucoup de villes qui ont commencé toutes les villes sont concernées par ce problème. Certaines ont commencé à agir, mais trop peu. Et nous, on pense que, et c'est le but du projet, de valoriser ce qui existe, ce qui a fonctionné, d'insister sur les bonnes pratiques, les retours d'expérience positifs, pour entraîner les autres maires et se dire qu'ils ne sont pas seuls face à ce problème, que peut-être que quelque part aux États-Unis, d'autres sont confrontés au même problème, ils ont déjà commencé à agir et donc on se sent partie d'une communauté et en général c'est bénéfique et c'est identifié même dans des travaux scientifiques comme un des leviers qui permet d'agir face à ce problème. Donc ça voilà, et finalement l'objectif du projet c'est de faire des recommandations politiques adressées aux élus, adressées aux maires de villes, adressées à tous les responsables de différentes échelles géographiques. Ça va dépendre en fonction des pays, le découpage n'est pas le même, et bien pour intégrer cette question d'adaptation dans les politiques publiques. Concrètement, ça c'est intéressant, et comme si on veut instaurer un peu un dialogue avec la salle, nous on a pour objectif de regarder ce qui se passe dans différentes régions, et on se concentre sur 5 régions particulières, que sont l'Europe du Nord, la Méditerranée, l'Afrique de l'Ouest, la Polynésie, la région Pacifique, et la côte ouest des États-Unis. Donc si vous avez des connaissances de projets qui sont développés dans ces régions, le but c'est d'organiser des ateliers spécifiques dans chacune de ces régions, avec des scientifiques, des gestionnaires, des représentants de la société civile, et de comprendre quelles sont les solutions qui ont été développées, quels sont les enjeux qui se posent, et comment on a dans certains cas réussi à les outrepasser et mettre en place des solutions. La finalité de tout ça, c'est qu'en 2023, on aboutit à des recommandations politiques précises, basées sur tout le savoir qu'on aura collecté dans ces différentes régions, quoi. Et ce que je voulais vous présenter un des outcomes, une des productions du projet, justement pour illustrer un peu ce volet solution qu'on essaie d'identifier. On a dans différentes régions, alors la vidéo s'anime, je ne sais pas si ça va fonctionner, mais bon, de toute façon c'est quelque chose de très classique, c'est une carte comme vous avez l'habitude d'en voir. La seule particularité est qu'elle se concentre précisément sur les solutions face à l'élévation du niveau de la mer. Et donc dans toutes ces régions, on observe comment les solutions ont réussi à être hybridées. Et je pense que c'était aussi le message de Nathalie. Il y a effectivement beaucoup d'endroits où des digues existent déjà. Elles sont en train d'être abattues. Il y a certains endroits où on va continuer à en développer, à en construire. Il y a les solutions fondées sur la nature qui sont de plus en plus promues dans les sphères internationales, dans les instances internationales, et qui, sur le terrain, fonctionnent, mais avec encore peu d'exemples concrets de mise en œuvre. Et puis, il y a la stratégie qui est sans doute la plus efficace, ce qui est le retrait. Alors en France on est en avance et le conservatoire l'est aussi, et ça fait partie de notre stratégie de gestion du trait de côte où on incite à relocaliser certaines activités, certaines infrastructures, mais c'est vraiment pas le cas dans la majorité des pays du monde. Ça existe en Nouvelle-Zélande, ça existe aux États-Unis, ça a été mis en place très concrètement à Jakarta,
on a totalement relocalisé, on est en train de relocaliser une partie de la capitale. Et ça soulève tout un ensemble de problèmes parce que la relocalisation dans ce cas-là implique la déforestation de l'île de Bornéo. Et donc voilà, il n'y a pas du tout d'approche intégrée de tous les enjeux. Et donc dans cette carte des solutions, ce qu'on montre, c'est comment il est possible de faire s'hybrider, se combiner différentes solutions. Et surtout, on met en valeur des retours d'expérience de la part des personnes qui ont mis en place ces solutions et qui nous disent qu'est-ce qui a bien marché, quels étaient les facteurs clés de succès et au contraire, ce qui a moins bien marché. Alors ça, c'est plus compliqué à collecter, vous l'imaginez bien, on communique moins sur ce qui ne fonctionne pas, mais c'est quand même c'est essentiel. Donc, voilà. Merci. Déjà, 2 introductions particulièrement fournies et exhaustives. Est-ce qu'une réaction parmi vous, on peut prendre maintenant? Sinon, c'est pas grave. Quelqu'un? Non. Si jamais ça génère des questions, encore une fois, vous me faites signe. Je vais me tourner vers Thomas, vers toi maintenant. Si tu veux passer on va mettre sur ton nom, comme ça tout le monde est bien identifié. J'ai un nom facile. Juste après, Thomas, voilà. Et bien toi, en parlant de mission, en parlant de ce que tu fais, Nathalie faisait référence aussi à l'économie des littoraux et cette adaptation. Vous, en quoi consiste votre action à ce niveau-là? Mission aussi. En fait, je pense que Nathalie et Théophile, vous avez déjà très bien introduit le sujet. Je n'ai pas grand-chose de plus à dire, si ce n'est que voilà, nous, on s'intéresse aux approches et aux outils économiques pour appuyer les prises de décision. Je dirais mettre un peu d'huile dans les rouages politiques et de la prise de décision sur ces sujets-là. Parce que donc on parle de solutions fondées sur la nature. Je ne sais pas si tout le monde est familier de ce terme. Moi, je l'aime bien et je m'en méfie aussi. En fait, je trouve que c'est un très très bon moyen d'aller chercher des financements climat, par exemple. Après, c'est un peu fourre-tout. Voilà. Enfin, ça, c'est mon avis. Je vous le donne comme ça en vrac. Mais particulièrement sur le sujet du littoral, les solutions fondées sur la nature, ça a une réalité. C'est-à-dire, quand on parle de gestion souple ou de gestion douce du trait de côte, de renaturation ou de mise en place de solutions qui ne sont pas dures, qui ne sont pas bétonnées, il faut accompagner ces choix-là en amont, c'est-à-dire pouvoir les légitimer, les objectiver économiquement, c'est-à-dire dire, ça va peut-être coûter le même prix à l'investissement, peut-être que le fonctionnement, ça sera plus cher, mais on va faire comme ci, comme ça. En tout cas, il faut pouvoir le mettre en musique économique. Et ça, c'est notre travail. C'est ce qu'on a fait, notamment, ça remonte un peu, parce que c'était en 2014, 15, 16 qu'on a travaillé pour le Conservatoire du Littoral, spécialement sur le domaine de Certes et Graveyron. Donc avec le projet, avec votre projet LIFE, maintenant, ça se poursuit. Mais nous, on a cherché justement à dire, voilà, si on laisse faire l'érosion sur cette première digue, et donc on brèche, ou on laisse faire l'érosion, et on vient consolider la digue arrière, en fait, qu'est-ce que ça génère en termes de coûts, en termes de bénéfices? Et on a posé ces chiffres-là. Et en fait, c'était assez passionnant, parce qu'en effet, il y a tout un tas de sujets d'acceptabilité. C'est hyper dur de laisser faire l'érosion sur des... Parce qu'en fait, c'est la lutte. Nous, on lutte contre la mer. On vient gagner du terrain sur la mer. On vient assécher, on vient endiguer. On peut être fier de nous. Voilà, c'est ça. Ça, c'était il y a quelques années. Et maintenant, on laisse faire l'érosion ou cette dépoldérisation ou reconnexion maritime. Et en fait, il faut accompagner ça par des chiffres. Et là, on a posé les chiffres sur la table et on s'est dit déjà, rien qu'en termes de coûts évités, c'est énorme, parce qu'on vient consolider une digue arrière, ça coûte peut-être 1/10 du prix de chaque année venir remettre du matériel pour venir consolider cette digue qui est battue par les vagues, battue par l'érosion. Et on laisse se réinstaller cet écosystème de présalé qui naturellement va jouer ce rôle de tampon auprès des vagues et tampon pour l'érosion. Et finalement, en fait, on génère des économies considérables. Et peut-être ce que je voulais compléter là-dessus, c'est que en fait, on a introduit la notion de service écosystémique à ce moment-là, et on a cherché finalement à objectiver ce travail-là en se disant, OK, en fait, un propriétaire foncier va laisser faire l'érosion, il est le principal perdant de ce recul face à la mer. Pour autant, ces présalés, eux, sur le bassin d'Arcachon, ils génèrent des services pour tout le bassin, à la fois... On l'a entendu tout à l'heure pour l'agence de l'eau qui peut cocher ses cases parce qu'elle a des écosystèmes et donc administrativement, on
on vient relever le niveau de la qualité. Donc, on a amélioré les écosystèmes en danger, leur surface, leur représentativité sur le bassin. Les ostréiculteurs qui, eux, voient la qualité de l'eau améliorée parce que les présalés jouent ce rôle d'épuration, de stockage des sédiments, de fixation des sédiments. Il y a du carbone. Il y a aussi, c'est une zone de refuge et de nourricerie pour les petites espèces. Donc les pêcheurs sont aussi contents parce qu'en fait, ils ont leurs juvéniles, des espèces d'intérêt halieutique qui viennent derrière, etc. Donc, en fait, d'un sujet qui est ultra local, la lutte contre l'océan, la lutte contre la mer, en fait, on vient objectiver ça et poser peut-être les bases même d'une forme de compensation ou de rémunération même peut-être, parce que les bénéficiaires ne sont pas les perdants en fait. Donc tout ça facilite en fait tout ce travail d'objectivation. Donc c'était juste un exemple, et je vais peut-être en donner un autre un peu plus exotique, en tout cas en Outre-mer, parce qu'on a travaillé aussi sur le sujet de la mangrove. Et en fait, la mangrove, c'est assez exceptionnel comme écosystème. C'est pas fou quand on se promène dedans, parce que c'est pas facile, mais en tout cas, c'est assez incroyable. Et en fait, on a calculé la valeur des mangroves de l'outre-mer français, qui ont été confiées pour une large part au Conservatoire du littoral en supervision. Et puis, on a cherché à mettre tout ça en musique économique. Et en fait, c'est peut-être une anecdote, mais moi, ça fait plaisir quand on est consultant. C'est pas tous les jours facile. Et une personne de la DREAL de Mayotte m'a appelé là tout récemment, un matin, et il me dit merci vraiment pour tout votre travail, parce que je m'en sers à peu près toutes les semaines de votre évaluation économique pour... On se retrouve dans des situations de coupe illégale de mangroves, et en cas de litige et de contentieux, en fait, on se sert de vos chiffres pour évaluer les préjudices écologiques. Voilà. Donc ça fait plaisir. Je le partage parce que c'est pas tous les jours que ça arrive. et ça, c'est le genre de choses qu'on fait, c'est-à-dire donc mobiliser des outils économiques au service de cette transition, au service de ces choix, parce que c'est pas facile à défendre. C'est des choix qui portent sur le temps long. Donc déjà, ça fait pas rêver les élus. Et voilà. Et donc, et juste une petite aparté, parce qu'on travaille depuis quelque temps maintenant spécifiquement sur la Méditerranée, et notamment sur les solutions fondées sur la nature et l'adaptation au changement climatique sur la Méditerranée, notamment avec la Tour du Valat, des acteurs importants de la gestion des zones humides. Et cet après-midi, il y a un webinaire, alors je ne fais pas concurrence au WIS, mais il y a un webinaire que vous pourrez peut-être suivre depuis une salle ici, à partir de 14h, sur l'économie des solutions fondées sur la nature en Méditerranée. Voilà. Et donc, c'est Vertigo qui participe à ça, qui a conduit ce travail-là. Et l'idée étant de donner des clés, des outils pour des analyses coûts-bénéfices sur ces solutions fondées sur la nature, spécifiquement appliquées au cas de la Méditerranée et de ces zones humides. Voilà. Et vous pouvez vous connecter en allant sur le LinkedIn de MedWet, qui est le réseau des zones humides méditerranéennes. Et voilà, entre 14 et 16 heures. Et comme ça, vous pourrez reprendre le fil de la conférence après. Bon, ben vous chômez pas tous les trois en tout cas. Alors je vais me tourner maintenant vers Marc aussi. Moi, je suis à la retraite, moi, donc je ne rien. Attends, je vais mettre ton nom, encore une fois, même pour ceux qui sont en ligne. Voilà, Marc, pour bien identifier. Alors, Marc, toi, sur l'aspect des énergies marines renouvelables, notamment, une question qu'on se pose, qu'on s'est posée déjà même en amont, c'est de quelle façon ces énergies marines renouvelables peuvent contribuer à cette lutte contre la montée des eaux, ou même ne serait-ce que contre ce changement climatique, qui est un peu le sujet qui nous anime. Merci pour cette question. Tout simplement, nous, on concentre nos efforts en ce moment pour éviter des gaz à effet de serre qui ont une relation impactante sur la remontée des eaux des océans et l'érosion côtière de nos littoraux. Donc, c'est une solution assez pratico-pratique de produire l'énergie renouvelable avec un cercle le plus vertueux possible, et je pense qu'il a beaucoup évolué depuis une trentaine d'années, afin d'éviter ces gaz à effet de serre en produisant un électron totalement renouvelable. Donc pour cela, on est un peu plus loin que le sujet littoral, mais il est très lié évidemment au littoral. Pour cela, il y a plusieurs énergies qui permettent de produire cette énergie renouvelable, et plusieurs ressources en mer. Donc il y a une énergie qui est disponible en mer, qui est le vent en mer, tout simplement. Alors ça parle peut-être pas beaucoup aux personnes qui sont dans cette salle, parce qu'en France métropolitaine, on n'a pour l'instant qu'une seule éolienne,
elle est au large du Croisic, elle est encore expérimentale, elle est une éolienne flottante. Par contre, il commence à y avoir des parcs qui commencent à être construits. Ces parcs qui sont construits sont voulus par l'État, parce que l'État français exerce sa souveraineté en mer, donc c'est bien l'État qui lance des appels d'offres avec différentes façons, mais en ce moment, c'est plutôt dans un débat public, puis ensuite un dialogue compétitif avec des entreprises qui vont se positionner pour construire des parcs et produire de l'énergie électrique renouvelable en mer et la racheminer à terre par un câble électrique. C'est la solution, en tout cas aujourd'hui, technique. Par contre, en dehors de la France, il y en a énormément. Notamment sur l'Europe, il y a plus de 120 parcs qui sont construits. Donc un parc, c'est entre 40 et 60 éoliennes offshore. Et ça date depuis 1995 et c'est en plein développement. Et cette filière aujourd'hui en France, elle émerge après une dizaine d'années d'échanges, de difficultés, notamment dans des tribunaux. Mais désormais, c'est des étapes qui sont derrière nous. Et donc, on a à peu près 1 ou 2 parcs au large des régions littorales de France métropolitaine, des Hauts-de-France jusqu'au Pays de la Loire, qui sont en train d'être construits. Donc, ça fait 6 parcs d'à peu près 50 mégawatts chacun. Et ces parcs et ces éoliennes, évidemment, elles ont l'objectif d'être le moins impactantes possible, d'avoir un cercle très vertueux. Par exemple, l'analyse de cycle de vie de ces machines. Aujourd'hui, c'est à peu près 95% de l'éolienne qui est recyclable. Le sujet se concentre sur les 5 derniers pourcents sur la recyclabilité des pales. Et c'est en train d'évoluer, notamment par de la recherche et développement qui a été faite en Nouvelle-Aquitaine, par des entreprises de la chimie verte qui sont de Nouvelle-Aquitaine et qui permettront d'avoir des pales dans quelques années, dans à peu près 1, 2, 3 ans, qui seront installées au large de nos côtes, qui seront totalement recyclables. Donc ça, c'est pour l'éolien offshore en France métropolitaine. Suit derrière aussi des filières qui essaient de produire de l'énergie électrique à partir d'autres ressources que le vent en mer, notamment l'hydrolien sur les courants marins. Là aussi, il y a quelques évolutions. On travaille beaucoup ici au niveau de Pont-de-Pierre, puisqu'il y a un site d'essai d'hydrolienne dans Bordeaux, ce qui est assez aussi intéressant en termes d'usage, puisque le besoin sera et il est sur les littoraux où la majorité de la population s'en rapproche, et c'est très intéressant d'avoir une production de renouvelables au centre du besoin. Et puis cet hydrolien, en ce moment, il est en train de finir des tests également au large de la Bretagne, au large de Paimpol-Bréhat. Là aussi, on travaille beaucoup sur ce projet. Et ce qui m'a marqué en tant qu'océanographe et en termes de solutions et de solutions vertueuses avec ces énergies marines, c'est notamment comment fonctionne cette hydrolienne. Donc, il y avait une hydrolienne qui faisait 270 tonnes d'acier qui était posée au fond de l'eau. Elle fait 16 mètres de large par 21 mètres de large par 16 mètres de haut. Elle produit 1 mégawatt. Elle a commencé, cette hydrolienne, à faire ses premières classes il y a quelques années ici dans la Garonne. Elle faisait 80 kW, donc 0,8 mégawatts, 0,08 mégawatts. Et progressivement, elle progresse dans sa production d'énergie renouvelable à partir de ses ressources de courant marin. Et cette hydrolienne, elle est posée au fond de l'eau, au large de Paimpol, par 3 pieds qui reposent sur le fond de l'océan sur un diamètre de 1,20 m. Donc vous imaginez 1,20 m sur trois sommets. Et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant. C'est dans ce sens que l'ingénierie, que la recherche, que les entreprises travaillent beaucoup en collaboration, tout ensemble, pour améliorer cette virtuosité de cette filière et qu'elle soit la moins impactante possible sur l'océan. C'est-à-dire poser une machine avec si peu d'interface avec l'océan, je pense que c'est le bon sens et c'est la bonne direction que prend cette filière. Et enfin, un dernier exemple qui est un peu plus littoral, c'est l'énergie de la houle. Aujourd'hui, l'énergie de la houle, c'est tout simple, on appelle ça le houlomoteur. C'est capter l'énergie des vagues ou l'énergie de la houle pour produire de l'énergie électrique, évidemment. Et aujourd'hui, il y a un très beau projet en Bretagne sur une digue qui doit être rénovée. C'est une digue qui protège le port d'Audierne. Port d'Audierne qui a notamment un petit ferry qui emmène du monde sur les îles qui sont en face. Et ce projet va construire une rénovation d'une digue qui, dans sa rénovation, va avoir une chambre de capture des vagues en béton qui va permettre de produire de l'énergie électrique à l'intermédiaire d'un flap, d'un volet. Et ce projet est lauréat des investissements d'avenir depuis peu. Et il produira 1 mégawatt lui aussi, connecté au réseau.
sur une zone littorale, et là encore avec un suivi environnemental le plus précis possible, notamment sur l'acoustique, le bruit que va faire cette machine dans l'eau vis-à-vis de la biodiversité à cet endroit-là. Donc c'est extrêmement suivi. Et ça, c'est intéressant aussi, c'est que l'évolution de la filière des énergies marines, elle fait progresser aussi la science sur certains domaines. Je pense qu'il y a encore 15 ans, l'acoustique subaquatique, personne n'en entendait parler, il n'y avait pas de spécialiste dans ce domaine. Et progressivement, c'est là aussi des standards que demande l'État. Il y a une montée en compétences aussi des DREAL, comme tu le disais tout à l'heure avec l'exemple de Mayotte. Et ça nous semble très important d'avoir une confrérie de scientifiques qui soit avec des solutions de monitoring et de limitation d'impact du bruit, et notamment en phase de construction ou en phase d'exploitation, que ce soit pour de l'éolien ou pour du holomoteur. Et ça, je crois que c'est un point extrêmement important pour l'émergence de cette filière. Merci Marc. Eh bien, on a fait le tour de vos missions, de vos projets, et puis vous avez déjà illustré d'exemples. À ce stade aussi, je me tourne vers vous. Si, encore une fois, si ça suscite des premières réactions, des besoins d'éclaircissement ou autres. J'avais une question sur une autre source de production d'énergie marine, qui est la thalassothermie. Et j'avais vu l'exemple de Monaco qui, en grande partie, a, je ne sais plus, 70% de ses infrastructures publiques, je crois, qui arrivaient à climatiser de cette façon. Je ne sais pas ce qu'il en est, si c'est quelque chose qui se développe, s'il y a un avenir ou pas du tout. Merci aussi pour cette question. La réponse est oui, il y a un avenir. La thalassothermie, donc pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est d'aller puiser les frigories ou les calories de l'océan pour refroidir, au travers d'une pompe à chaleur ou pas, des bâtiments qui ont des besoins énergétiques en froid ou en chaud. Donc on a un pipe qui va dans l'eau à des profondeurs pas très importantes, et ensuite ça revient à terre avec cet échangeur qui le permet. Donc il y en a un petit peu partout. Il y en a en effet en Méditerranée à Monaco, il y en a en construction du côté de la Grande Motte, il y en a un du côté de la Seine-sur-Mer, et il y en a aussi sur la façade atlantique et Manche du côté de Biarritz. Le casino de Biarritz, c'est la piscine pour porter les besoins qui sont assez lissés. Une piscine, c'est un besoin énergétique assez constant. Donc si on peut gagner 30, 40, 50% de ces besoins qui sont donnés par ces calories ou ces frigories qu'on peut trouver dans le milieu naturel. Et puis il y en a aussi un petit peu vers Le Havre, vers Boulogne-sur-Mer. L'évolution de cette... d'abord, il faut que ça puisse aussi être intégré par les entreprises qui gèrent, qui sont des exploitants énergétiques habituels de nos gymnases et autres. Donc ça, c'est assez intéressant de voir que les grands groupes ont tous intégré cette solution dans leurs offres. Donc ça, c'est un bon point. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans, où il n'y avait qu'un seul groupe qui l'a possédé. Et ensuite, il y a des évolutions à donner, et il y a des évolutions à donner, notamment sur les régions ultramarines. On a un tout petit peu parlé, mais évidemment, la France, en ayant la deuxième zone maritime au monde, a des ressources à capter et à trouver des solutions vertueuses sur ces régions d'outre-mer. Et aujourd'hui, ça se concentre entre la Polynésie française et un petit peu la Réunion. En Polynésie française, vous avez 3 SWAC, c'est un peu plus développé que la thalassothermie, c'est-à-dire qu'on va chercher de l'eau qui est beaucoup plus profonde. On va chercher des eaux qui sont entre 800 et 1 km de profondeur, 800 mètres et 1 km, pour avoir une eau très froide, donc aux alentours de 4 degrés. Pour les besoins, en l'occurrence, le premier petit SWAC, c'était sur l'île de Marlon-Brando, avec un projet derrière d'un besoin d'un hôtel. Et plus récemment, et c'est quand même beaucoup plus vertueux que pour un hôtel, les besoins énergétiques d'un hôpital, l'hôpital de Papeete, qui est connecté aux frigories de l'océan depuis quelques semaines, quelques mois. Et ça sera aussi le projet en cours du côté de la Réunion avec le CHU de Saint-Pierre, qui est une île plutôt sur le pôle sud de la Réunion. Et également, il y a un appel d'offres en cours d'une collectivité qui s'appelle le TCO, le territoire côte ouest, donc sur la partie ouest de la Réunion, avec là aussi un très beau projet d'un nouveau quartier, d'un éco-quartier, qui conçoit dès les premières conceptions de ce quartier cette source d'énergie renouvelable qui a, je pense, beaucoup d'avenir. Et on peut même se projeter un petit peu et imaginer que ce froid qu'on remonte sur notre littoral pourrait produire de l'énergie électrique. C'est ce qu'on appelle l'énergie thermique des mers. Donc en gros, vous avez un échangeur qui va vaporiser un gaz
Et ce gaz, il va faire turbiner une turbine qui va produire l'énergie électrique au travers d'un alternateur. Et ça aussi, alors c'est encore plus expérimental. Il y a eu quelques essais du côté de la Réunion et du côté de la Martinique. Pour l'instant, il y a besoin encore de faire du chemin avec nos scientifiques. Ça marche un petit peu aussi du côté du Japon et de l'Inde. En tout cas, il y a une vraie dynamique académique autour de ce sujet-là. Donc, pour répondre à ta question, oui, allons-y. Et il y a des besoins transversaux, scientifiques, techniques et évidemment d'ingénierie. Merci Marc. Je pense que en plus de toutes ces contributions pour ton plan, enfin le plan de la POC sur les différents projets internationaux, en voilà quelques-uns. Et puis tu savais peut-être pas, mais aussi à Biarritz où on organise le Waves of Change Forum, le Bellevue est aussi équipé d'un système de donc ça on fait. Et en parlant d'exemples très concrets, je me retourne vers Nathalie aussi pour on parlait plus là. Ah, une question. Ouais. Il y avait une réaction. Ok. Ouais. Donc, votre question, c'était savoir si les écosystèmes marins, aujourd'hui, on leur reconnaît une capacité à séquestrer du carbone et à ce titre-là, pouvoir être éligible à la finance climat ou la finance carbone volontaire ou pas sur ces écosystèmes côtiers, en gros. Et c'est quelque chose dont je voulais parler parce que nous, on travaille beaucoup. Alors, plus que la valeur économique, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est le sujet du financement. Et comment on va... je ne sais pas si je peux dérouler, du coup, parce que Ça fait partie de la réponse, ouais. J'ai le droit ? Ok, ça va alors. En fait, le deuxième sujet qui nous anime beaucoup chez Vertigo, c'est la question du financement. On en a parlé un peu avec le conservatoire qui achète des terrains pour les mettre en défense, pour les sanctuariser. Non, c'est des territoires inaliénables, en tout cas de préserver leur vocation. Excuse-moi, Nathalie. Et en fait, ça, c'est une logique. Et il y a d'autres logiques, notamment sur le sujet des SFN, qui posent des réelles questions d'investissement. Par exemple, les salins de Camargue, qui, pour être restaurés, ou des zones humides qui doivent être restaurées, posent des questions de financement. Question de financement à l'investissement, c'est-à-dire pour l'achat, ou la mise en place de ces infrastructures vertes, des solutions fondées sur la nature, d'une part, et puis le financement pour le fonctionnement, c'est-à-dire qui gère, comment est-ce qu'on finance ça, et comment on finance cette protection. Et c'est typiquement la mission de Blue Seeds. Donc, Blue Seeds a été un projet qui a été incubé par Vertigo Lab et qui aujourd'hui compte une équipe de 10 personnes qui est basée ici à Darwin. Et c'est vraiment la mission de Blue Seeds d'aller développer des mécanismes de financement pour ces espaces protégés. Et donc, à ce titre-là, on travaille sur différents sujets, mais on travaille aussi sur le carbone bleu. Donc en fait, c'est le petit nom de ce carbone fixé par les écosystèmes côtiers et marins. Et en fait, donc pour répondre à votre question, il y a un certain nombre d'écosystèmes qui sont candidats à la finance carbone. Aujourd'hui, le plus connu, le plus reconnu, c'est la mangrove, parce que en fait, elle a tout des éléments de la forêt d'une certaine manière, puisque c'est facile de compter du carbone aérien. Les méthodologies qui ont été développées, comme on peut le voir dans la compensation volontaire par exemple, s'appliquent plutôt bien à la mangrove qui stocke beaucoup de carbone, à la fois stockage et puis aussi en flux, c'est-à-dire chaque année elle vient rajouter un peu de carbone en plus. Et donc il y a un premier projet, il y a eu plusieurs projets depuis quelques années qui ont été mis en place dans ce cadre-là. Et là, il y a un tout récent en Colombie qui vient de sortir, qui est un projet assez considérable. Et donc ça, c'est à l'échelle internationale. Et il y a aussi des travaux qui sont menés, notamment avec le Conservatoire du littoral, je crois savoir, en Outre-mer, sur l'approche bas carbone, sur les mangroves de l'Outre-mer français.
Voilà. Il y a d'autres écosystèmes, et c'est nous, spécifiquement, on travaille aujourd'hui sur la Posidonie, les herbiers de Posidonie, qui sont un écosystème d'intérêt considérable en matière de fourniture de services écosystémiques. Donc, au-delà de la finance du carbone, ce qui va nous intéresser, c'est sa capacité à réduire la force de la houle, à servir de refuge et de nourricerie pour des espèces pour la pêche, etc. Et en fait, c'est un écosystème qui est clé dans la dynamique méditerranéenne. Et la Posidonie, c'est en fait, en termes de stock de carbone, c'est énorme en fait. C'est à peu près comme la forêt équatoriale. Et alors, ce qu'on va chercher à faire, nous, c'est à qualifier les pressions qui pèsent sur la Posidonie et à savoir en quoi est-ce que des espaces protégés, par exemple, réduisent cette pression et permettent d'éviter de la destruction de Posidonie. Et c'est là-dessus qu'on travaille avec Blue Seeds. On a bon espoir de développer une méthode et de sortir un premier projet à la fin de l'année prochaine qui vise à financer ces espaces protégés, notamment à travers l'installation de mouillages qui vont éviter l'ancrage et finalement la destruction mécanique par les bateaux de plaisance de ces écosystèmes-là. Et puis, peut-être juste pour finir, sur ce sujet des zones humides, aujourd'hui, la connaissance, elle n'est pas assez développée. On en parlait hier avec la députée européenne Catherine Chabot, qui s'intéresse beaucoup à ce sujet-là. Et où moi, ce que je disais, c'est qu'on a besoin de progresser sur la connaissance de ces zones humides, les vasières, par exemple, tous les présalés, leur capacité à stocker du carbone et à être reconnus comme tels et pouvoir bénéficier de financement à ce titre. Voilà. Puis je m'arrêterai là. Merci Thomas. Ben moi, je voulais entendre aussi quelques exemples concrets du côté du Conservatoire du Littoral. Et puis, il y aura une question aussi. Dans quel ordre est-ce que tu as envie de poser la question tout de suite ou est-ce que tu es intéressé d'avant? C'est toi qui donnes le tempo. Peut-être que ta question a rapport avec ce qui vient d'être dit. Eh bien, je me tourne vers Nathalie sur ces exemples et on pose ta question générale. Ça te va ? Alors juste quelques exemples rapides sur les terrains gérés par le conservatoire, notamment cette libre évolution, peut-être. Quelques exemples concrets comme il en a été donné sur les autres sujets, peut-être. D'accord. Alors, le conservatoire travaille aujourd'hui à effectivement favoriser la libre évolution sur certains de ces terrains. Nous, on ne gère pas des terrains. Enfin, nous, on est juste propriétaires. Et après, on a des gestionnaires qui sont les collectivités locales. On est dans un modèle un peu particulier, c'est-à-dire que le conservatoire est propriétaire, il cherche un gestionnaire qui est une collectivité locale, qui peut être une commune, un département, une association, un CPIE. Et donc, c'est avec eux qu'on avance sur ces programmes de gestion. Et donc, voilà, ça c'est dans la loi créant le conservatoire. Voilà, c'est le modèle du conservatoire et le modèle économique du conservatoire, puisque toute notre dépense, enfin tout notre budget est consacré à l'acquisition. Et je voulais juste, avant de répondre à ta question, faire référence à un thème qui avait été abordé par Thomas. Effectivement, nous, quand on met nos terrains qui sont en gestion souple et donc qui sont en libre évolution aussi, hein, une forme de libre évolution, on est sûr, enfin, on sait qu'on va perdre des terrains. Donc, on est un propriétaire qui perd des terrains. Voilà. Et donc, ces terrains-là, qui sont des terrains terrestres, peuvent devenir des terrains marins. Donc, un terrain marin n'est plus un terrain, il n'est plus cadastré, il n'existe plus, en fait. Donc, il y a une perte de surface de fait. Donc, c'est présalé. Voilà, on a donné des terrains à la mer, donc on sait que c'est notre rôle. On est un établissement public de l'État. Voilà, on peut se permettre de le faire. Un propriétaire privé ne pourrait peut-être pas se permettre de faire ça de la même façon. Donc voilà, c'est ça aussi qui est intéressant de voir. Alors on ne perd pas des centaines d'hectares. Hein. Le conservatoire est aujourd'hui propriétaire à peu près de 210 000 hectares au niveau national et ultramarin, dont une partie aussi qui est du domaine public maritime, hein, qui a été affecté par l'État, et on met en place aussi nos programmes de gestion. Donc, des exemples de libre évolution. Donc, la libre évolution aujourd'hui est un thème qui est un peu arrivé au-dessus, qui est au cœur du débat du conservatoire. Le conseil scientifique qui nous accompagne dans nos réflexions et dans nos doctrines, nos façons de faire sur nos terrains, voilà, c'est un sujet dont il s'est emparé et sur lequel on est incité à travailler. Et qu'est-ce que la libre évolution ? C'est une façon de laisser faire la nature. Donc, un petit exemple
dans le domaine forestier. Donc là, on va changer. On va partir du littoral. On sera sur le domaine littoral, mais dans la forêt littorale. Et donc là, dans la forêt littorale, qu'est-ce qu'on fait? On fait des programmes de gestion pour gérer la forêt, voilà. Et donc nous, en fait, en libre évolution, on a considéré que, par exemple, sur la propriété de la forêt de Vinsac, de la dune de Vinsac et la forêt de Vinsac, on a mis en place une libre évolution sur 20% de la surface, en gardant un modèle économique, on va dire, pour notre gestionnaire qui est la commune, qui permet, dans effectivement une exploitation un peu raisonnée. C'est une exploitation raisonnée parce que nous, on ne produit pas. Dans la forêt, on ne produit pas, on prélève des arbres pour assurer, d'ailleurs après, on va dire, une restauration forestière, etc. Donc, on a décidé de mettre en place 20% de nos espaces en libre évolution. Et donc, le conservatoire le fait, l'ONF le fait aussi sur ces terrains. Il y a aussi des CREN, des conservatoires régionaux d'espaces naturels, qui développent ces actions sur leur terrain. Parce qu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, la libre évolution, au regard du changement climatique qui est en cours, elle va être importante pour accueillir ces nouvelles espèces, qu'elles soient végétales ou animales, on le voit, il y a des évolutions en cours sur les terrains. Ça va permettre d'accueillir au mieux en ne favorisant pas une gestion trop dure des espaces naturels, parce que des fois, on est dans une gestion dure, on fait des fauches, on coupe, on enlève on sait qu'il faut prélever un certain nombre d'arbres ou enlever ou gérer ces espaces pour les maintenir sous une certaine forme parce qu'elle a été décidée comme ça. Non, aujourd'hui, on change de paradigme, c'est de se dire qu'on laisse, donc à Vinsac, on fait ça sur la forêt. La libre évolution, je donnais l'exemple tout à l'heure du domaine de Certes, sur les digues pour accueillir, on laisse partir la digue et on accueille du présalé, c'est-à-dire qu'on passe du domaine terrestre à du domaine maritime, et on sait qu'on perd des terrains, mais on sait qu'on gagne. Et les gagnants, c'est pas nous, c'est l'ensemble de l'écosystème du bassin d'Arcachon, mais tout le monde va gagner in fine. Voilà. Donc ça, c'est quelques petits exemples. Et il faut savoir que cette libre évolution des espaces terrestres, elle ne pourra être gagnante que si d'autres acteurs s'y mettent aussi. Parce qu'on est dans un réseau d'espaces naturels. Et là, il serait important, la prochaine étape, peut-être une fois qu'on aura réussi à mettre en place un certain réseau sur le domaine du conservatoire, ça sera d'inciter les partenaires publics et privés à venir construire avec nous ce grand espace, parce que les espaces sont en interconnexion. Ils s'en foutent de savoir si on est dans un domaine du conservatoire, un domaine privé, un domaine de la commune. Les espèces, elles passent. Donc, il va falloir, je pense, que dans les prochaines années, se mettre d'accord collectivement, partenaires publics et privés, pour construire ensemble des projets de territoire extrêmement larges où on puisse s'engager et mettre en place ces process-là dans les espaces naturels. Merci Nathalie. Alors avec mon masque et mon tuba, je plonge dans l'audience. Je crois que c'était Antoine de Aliga, je n'ai pas fait de confusion derrière. Vas-y, une question générale, et puis Théophile, peut-être tu pourras répondre en premier, puisque on ne t'a pas beaucoup entendu. Bonjour à tous. Moi, j'avais une question. Donc, c'est vrai que dans tous vos discours, il y a un focus très particulier sur la côte en elle-même. Mais est-ce que vous avez pensé, ou est-ce que dans vos projets, vous intégrez aussi les algues ou l'algoculture dans vos stratégies? Parce que c'est vrai qu'il y a un effet de biorémédiation, il y a un effet carbone aussi qui devient de plus en plus important. Il y a un point de vue économique aussi qui est très fort, et aussi dans tout ce qui est protection de l'érosion. Il y a beaucoup de pays qui commencent à étudier ça pour la protection de leurs côtes. Est-ce que c'est quelque chose qui a été envisagé par vous ou vos projets que vous êtes en train de faire? Voilà. Les algues, c'est bien ça? Ok. J'avais une dernière slide peut-être pour un peu illustrer aussi le propos, mais je pense que les algues peuvent faire partie de solutions fondées sur la nature. Les prairies marines en sont. Alors, j'ai peu d'exemples je ne connais pas d'exemples où ça a vraiment été développé pour limiter l'érosion. Effectivement, on parle plus souvent des mangroves, de marais de présalants, des coraux qui freinent aussi la puissance des vagues. Mais les exemples dont j'ai connaissance de préservation des herbiers de Posidonie, par exemple, sont en général davantage développés avec une approche de préservation de la biodiversité que de lutte contre l'érosion.
Et je pense que ça rejoint ton point, qui est qu'on a un vrai manque de connaissances sur déjà la capacité de stockage du CO2, effectivement, mais aussi quelle est la puissance de la houle qui va pouvoir être freinée. On a pu faire des études, par exemple, après le tsunami. Et on a vu que les espaces où il y avait eu des mangroves avaient permis, dans une certaine mesure, de freiner l'impact de la vague. Mais ce n'est pas non plus une protection à 100%. Alors pour ce qui est des algues, pas de données précises. Voilà, pour répondre à cette question. Et Nico, tu voulais que je rebondisse sur... Non, c'était là-dessus principalement. Je voulais savoir si d'autres d'entre vous veulent réagir à cette question. Ouais. Et puis après, je pense qu'on fera une petite synthèse. Je te reparterai. Okay. Parce que le temps nous est compté. Moi, je dirais que pour les terrains du conservatoire, on laisse la nature s'exprimer. Voilà. Et donc, on n'a pas de choix à faire sur une espèce plutôt qu'une autre. Tu as abordé l'aquaculture, je crois, dans ta question. Voilà. Donc, nous, c'est très rare que des activités économiques se développent sur nos terrains. Thomas l'a dit, nos terrains sont inaliénables, c'est du domaine public, donc ils sont inaliénables. Et donc, une activité économique n'est possible que de façon temporaire. J'entends par exemple de l'agriculture, mais en étant raisonné sur... c'est-à-dire qu'on va favoriser plutôt une agriculture adaptée, pas du tout du maraîchage en côte littorale. Et quand je dis adapté, c'est des prairies avec des animaux, généralement. Donc, c'est ce qu'on peut avoir sur nos terrains. Et après, il peut avoir... Alors, je vais parler pour la délégation Aquitaine parce que dans d'autres délégations, c'est différent, puisqu'on est tous des cas territoriaux très différents, puisqu'on s'adapte, on est adapté à nos territoires. Et on a de la conchyliculture sur un site. Mais parce qu'effectivement, c'était un site où il y avait de la conchyliculture qu'on a fait en sorte, et c'est sur la pointe du Médoc. Donc, voilà. Mais on ne va pas développer. On a eu des demandes de développement de conchyliculture. Si ça n'existe pas, on ne le développe pas. C'est-à-dire que ça, le principe du conservatoire, c'est présent, on le maintient, on voit dans les conditions dans lesquelles on le maintient et on voit comment ça s'adapte. Si ça n'existe pas, on ne va pas le développer parce que notre rôle, c'est de la maîtrise foncière. Et dans la loi, c'est accueillir le public. La première mission, c'est nous accueillir, nous tous, en fait. Donner un accès libre et gratuit au littoral. Donc, voilà, ça, c'est le premier sujet. Après, c'est la nature, la biodiversité, en fait. Donc, toutes les activités humaines de production, à titre de production, l'agriculture, la conchyliculture, l'aquaculture, elles viennent bien après, voilà, en sachant aussi qu'il y a un sujet loisir qui, lui, vient avant. Pour le coup, dans les loisirs, on a un certain nombre de loisirs qui peuvent être pris en compte ou pas, en fonction de la sensibilité des sites. Bon. Merci beaucoup pour cette question et pour ces contributions. Je peux la compléter ? Oui, bien sûr. Ne pas merci. Nous, sur les énergies marines, évidemment, on fait très attention aux herbiers, notamment pour l'atterrage, c'est-à-dire la zone par laquelle le câble va revenir à la terre, le câble électrique, qui la plupart du temps est enfoui dans le premier mètre de sédiment de l'océan quand ce sédiment est meuble. Un exemple, il n'y a pas plus tard qu'au mois de juin, on est allé faire une cartographie dans le golfe du Morbihan pour un projet de 2 hydroliennes. Et le tracé du câble qui sera défini dans quelques mois, après des périodes aussi de débats publics et de réunions publiques, va contourner un herbier à cet endroit-là qui se développe. Et avant que ce projet n'existe, personne ne savait qu'à cet endroit-là, on s'en doutait un petit peu, il y avait cet herbier. Et évidemment, il y a toute une communauté scientifique qui derrière pourra en savoir un petit peu plus sur les relations d'impact et comment l'écosystème se développe à cet endroit-là. Deuxième sujet qui me fait penser au développement de l'algo, c'est le sujet dont on parlait tout à l'heure, le SWAC. Une fois que l'eau a été pompée au fond de l'eau, donc à une strate que j'indiquais tout à l'heure, elle va se réchauffer en transférant sa frigorie aux besoins énergétiques d'un bâtiment, d'une clinique par exemple, comme je le disais. Puis ensuite, cette eau, elle va repartir dans l'océan. On va repartir dans une strate où évidemment la température sera du même niveau. Donc il y a peut-être un sujet d'utiliser cette ressource d'eau
pas dans le côté frigorie, mais du côté des nutriments notamment, pour qu'on puisse développer de l'aquaculture ou de l'algoculture avant que cette eau reparte à l'océan. Donc aujourd'hui, c'est une filière qui essaie de se greffer sur cette valorisation des eaux profondes. Et je crois qu'il y aura à l'avenir des sujets. Nous, on travaille pas mal avec une très belle entreprise locale qui s'appelle Immunrise, qui développe une microalgue pour essayer de supprimer le sulfatage du cuivre dans la vigne. Elle se comporte un peu comme un fongicide. Elle a été trouvée au milieu de l'Atlantique Nord par le défi Tara. Et ils sont quasiment au bout, notamment de la certification de la capacité de la mettre sur le commerce. Et il faudra évidemment un endroit où produire cette microalgue. Et justement, c'est le fait de se coupler à un pipe de SWAC ou de thalassothermie ou de TM, si un jour ça aboutit, les intéresse particulièrement. Il faut évidemment combiner d'autres paramètres, notamment l'ensoleillement et pas mal de choses. Mais en tout cas, je pense sincèrement que ça sera une solution d'avenir et qu'il faut bien regarder ça. Thomas, une réaction aussi par rapport à cette question ou... Après, on va boucler, le temps nous manque un petit peu. Non, simplement, je pense que l'algoculture doit être évaluée sereinement. Et je pense que vous pensez plus à la macroalgue. Toi, tu parles aussi de microalgues, ce qui sont quand même deux choses très, très différentes, à terre ou en mer. Tout ça fait partie des solutions. Alors, on est au salon des solutions, donc c'est bien. Je pense qu'on est dans le thème. Simplement, nous, pour dire que chez Blue Seeds, on s'intéresse à toutes ces solutions sans les mettre de côté a priori. Et ce qui nous intéresse, c'est la logique de financement, c'est-à-dire comment préserver ces espaces naturels, comment maintenir une unité de gestion et puis pousser cette gestion qui coûte cher aussi, au-delà de l'achat, au-delà de l'investissement, etc. C'est celle qu'il faut sortir tous les ans. Et donc, j'ai parlé du carbone bleu qui paraît être une solution très intéressante. Nous, on travaille aussi sur des mécanismes de financement, des droits d'entrée ou des concessions pour les aires marines protégées, par exemple. Puis, je voulais juste mentionner une des solutions qu'on développe qui s'appelle Blue Mooring, qui est en gros... ils n'aiment pas trop quand je dis ça, mais c'est un peu le Airbnb du mouillage, c'est-à-dire pour un bateau, la possibilité de réserver son mouillage dans les aires marines protégées. Et ça crée en fait ça permet de générer des financements supplémentaires sur les aires marines protégées qui viennent directement financer la gestion. Voilà. Donc, je pense que les entreprises ont un rôle à jouer, font partie de ces solutions, tant sur les financements, le carbone bleu, le rôle dans l'adaptation et le financement de ces solutions fondées sur la nature. Nous, on cherche à développer à travers notre Startup Studio des solutions numériques, des solutions organisationnelles de gestion de cette bande littorale en Méditerranée et à l'international. Et donc, je pense qu'on est dans le thème et l'algoculture, comme d'autres solutions, paraissent tout à fait intéressantes. On ne doit pas y investir corps et biens, on doit faire avec ce qui existe traditionnellement, mais aussi chercher à innover, chercher à parler d'énergie, chercher à parler de nourriture et de protection des écosystèmes et de la biodiversité. Mais je pense qu'on avance bien sur ces thèmes-là, mais il y a encore un peu de boulot. Ouais. Bon, sur ces mots, je voulais vous remercier. On espère que cet échange vous a éclairé sur les solutions possibles, puisque c'est le lieu, et puis donner un petit peu d'espoir aussi pour cette adaptation, puisque tout n'est pas perdu, loin s'en faut. Merci à vous quatre. On pourra prolonger cet échange peut-être en dehors de la salle pour laisser la place à ceux qui souhaitent vous rencontrer un peu plus et préciser des choses. Il y a plein d'aspects qu'on n'a pas pu aborder, j'en suis le premier désolé. Je vous donne d'ailleurs rendez-vous à Waves of Change au mois de juin si vous voulez poursuivre. Waves of Change à Biarritz, c'est du 6 au 8 juin. Nous, c'est notre rendez-vous et on aime bien être un point d'étape des projets sur les aspects assez concrets. Et puis peut-être que vous-même, vous avez un rendez-vous, vous pourrez le dire, un rendez-vous à tous les sens du terme en 2022 et le partager aussi à notre audience. En tout cas, merci encore et bon WIS à tous.